C'est une idée vraiment puissante, je trouve, presque un changement de perspective. Et si le simple fait, je sais pas, de chercher à améliorer sa santé, sa force, son endurance, son bien-être, si juste ça, ça permettait de faire, on va dire, les trois quarts du chemin vers une vie plus longue, sans même penser au cancer, aux maladies cardiaques. C'est exactement ça. En fait, on passe d'une logique défensive, qui serait comment j'évite de tomber malade, à une logique beaucoup plus offensive. Une logique de comment est-ce que je construis la meilleure santé possible. Et c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. On va explorer ensemble les fondations de la longévité. Pas la quête d'immortalité, hein, mais une approche très pragmatique pour comprendre comment vivre mieux et donc plus longtemps. Oui, l'objectif, c'est pas de doubler notre espérance de vie du jour au lendemain, c'est de repenser l'objectif. Et pour ça, il faut commencer par distinguer deux concepts qui sont fondamentaux. La durée de vie et ce qu'on pourrait appeler la durée de vie en bonne santé. En anglais, on entend souvent lifespan et healthspan, c'est ça. C'est précisément. Le premier, le lifespan, la durée de vie, c'est simple, c'est binaire. C'est un interrupteur on-off. On est en vie ou on ne l'est pas. Il n'y a pas vraiment d'ambiguïté. C'est la quantité, le chiffre brut. Exactement. Le second, le healthspan, la durée de vie en bonne santé, là c'est la qualité. Et c'est beaucoup, beaucoup plus complexe. C'est pas un interrupteur, c'est un spectre. C'est une notion subjective qui se décline sur trois grands axes. Le premier, c'est l'axe physique. Notre force, notre capacité à bouger, l'absence de douleur. Le hardware du corps, en quelque sorte. Voilà. Le deuxième, c'est l'axe cognitif. Notre mémoire, notre vitesse de pensée, la résolution de problèmes, Le software. c'est ça. Et le troisième, qui est peut-être le plus important, c'est l'axe émotionnel. Le bien-être, la qualité des relations, la stabilité. Notre système d'exploitation. Et ce qui est fascinant, c'est que ces trois axes, ils n'évoluent pas du tout de la même manière avec l'âge. Pas du tout. La santé physique et la santé cognitive, elles déclinent presque inévitablement. C'est un fait biologique. Le but du jeu, c'est pas de stopper cette descente, ce serait irréaliste. C'est de la ralentir, de rendre la pente la moins raide possible. D'accord, qu'à 80 ans, on descende une pente douce plutôt qu'on dévale une falaise. C'est une excellente image. Mais pour la santé émotionnelle, c'est très différent. Elle ne suit pas cette règle du déclin. Elle peut stagner, bien sûr, mais elle peut aussi, et c'est la grande nouvelle, s'améliorer avec le temps. Ah ouais, c'est malin ça. Oui, les données suggèrent une sorte de courbe en U, avec un point bas souvent vers la fin de la quarantaine, puis une remontée progressive du bien-être. C'est complètement contre-intuitif. On imagine le vieillissement comme un déclin général. Et pourtant, meilleure acceptation de soi, moins de pression, il y a plusieurs théories. Mais le point clé, c'est que ce n'est pas une fatalité. D'accord. Mais alors, revenons à la distinction de départ. Pourquoi est-ce qu'elle est si cruciale? Pourquoi pas juste se concentrer sur l'allongement du lifespan, le nombre d'années? Parce que, et c'est là tout le paradoxe, la stratégie la plus efficace pour allonger sa durée de vie, c'est de se concentrer sur sa durée de vie en bonne santé. C'est un principe de 2 pour 1. C'est-à-dire? Chaque action qu'on entreprend pour être plus en forme, plus alerte, plus stable, a un double effet. Elle améliore la qualité de vie là maintenant, mais elle repousse aussi l'arrivée des maladies chroniques, celles qui au final raccourcissent la vie. Donc on gagne sur les deux tableaux. Absolument. Pour illustrer ça, il y a une image très forte qui vient de la mythologie grecque, le mythe de Titon. C'est un mortel qui tombe amoureux d'Éos, la déesse de l'aurore. Elle demande à Zeus de lui accorder l'immortalité, ce qu'il fait. Sauf que dans sa précipitation, elle a oublié de demander aussi la jeunesse éternelle. L'erreur de débutante. On peut dire ça. Résultat, Typhon a continué de vieillir encore et encore. Son corps se dégradait, il perdait ses facultés, mais il ne pouvait pas mourir. C'est terrible. Il était prisonnier d'une existence sans fin et sans qualité. C'est un avertissement très clair. Oui, on ne veut pas juste des années en plus, on veut de la vie dans ces années. C'est la définition même de l'objectif. Comprimer la période de maladie à la toute fin de la vie. Et cette histoire, ça me fait penser que notre système médical actuel, il est peut-être pas tout à fait armé pour ça. C'est le cœur du problème. Pour comprendre où on veut aller, il faut voir d'où on vient. On peut schématiser l'histoire de la médecine en 3 phases. La médecine 1.0, c'est l'ère pré-scientifique. Croyances, saignées, bref, soyons honnêtes, c'était largement inefficace. On mourrait d'une infection dentaire. Voilà. Puis, fin du 19e, arrive la médecine 2.0. La médecine moderne. Antibiotiques, vaccins, chirurgie. Un succès immense. En un siècle, on a doublé l'espérance de vie humaine. C'est phénoménal. C'est la médecine de la réparation, de l'intervention d'urgence. Excellente définition. Elle est conçue pour réagir.
Elle est extraordinaire pour traiter une crise cardiaque, une infection, une fois que le problème est là. Le souci, c'est qu'elle est beaucoup moins efficace face aux maladies chroniques à développement lent qui nous tuent aujourd'hui. C'est là qu'intervient la médecine 3.0. C'est ça. Son but n'est pas de remplacer la 2.0, mais de la compléter. Son objectif, c'est la prévention. Empêcher les maladies chroniques de s'installer en agissant très tôt, de manière personnalisée, et en se concentrant sur le health span. Donc la médecine 3.0, c'est ce qui nous aide à avoir moins besoin de la 2.0 en urgence. C'est exactement ça. Que nos recours à la médecine d'urgence soient plus rares, moins graves, et qu'ils arrivent le plus tard possible. D'accord, le concept est très clair. Alors, quelles sont les cibles prioritaires? Les sources parlent des 4 cavaliers des maladies chroniques. J'aime bien l'image. C'est une bonne métaphore parce qu'ils agissent souvent ensemble. Le premier cavalier, ce sont les maladies athérosclérotiques. Un mot un peu barbare pour parler des maladies cardiaques et des AVC. C'est le domaine qu'on comprend le mieux. Et donc celui où on peut agir le plus efficacement. Oui, de façon spectaculaire. On sait qu'il y a 3 facteurs en jeu. Un trop grand nombre de particules qui transportent le cholestérol, les particules d'ApoB. Attendez une seconde. ApoB, endothélium, ce sont des termes un peu techniques. Est-ce qu'on peut simplifier? Absolument. Pensez aux particules ApoB comme à des camions de livraison du cholestérol. Le problème, c'est pas le cholestérol en soi, mais d'avoir trop de camions sur les routes. Ça crée des embouteillages qui finissent par bloquer les artères. D'accord. Et l'endothélium, c'est le revêtement de ces routes. S'il est abîmé, plein de nids de poules, les accidents sont plus probables. L'image est parfaite. Donc si on a moins de camions et qu'on entretient bien nos routes, on réduit drastiquement le risque. Exactement. On peut rendre ces maladies, qui sont la première cause de mortalité mondiale, en grande partie évitables. C'est une nouvelle incroyable. Passons au deuxième cavalier. Le cancer. Là, j'ai l'impression que c'est beaucoup plus compliqué. On se sent un peu impuissant. On pourrait, mais c'est là que la stratégie 3.0 est différente. Puisqu'on ne peut pas tout prévenir, l'accent est mis sur un dépistage ultra précoce et agressif. Le but, c'est d'attraper la maladie à un stade microscopique, où elle est encore curable. On essaie de surprendre les erreurs avant qu'elles ne deviennent incontrôlables. D'accord. Le troisième cavalier, les maladies neurodégénératives type Alzheimer. Là aussi, la prévention est notre seule arme vraiment efficace aujourd'hui. Et pour ça, il y a un vieil adage qui semble se vérifier. Démence. Et l'exercice physique en particulier semble avoir un rôle protecteur exceptionnel. C'est encore ce principe du 2 pour 1. En protégeant ses artères, on protège son cerveau. C'est l'un des plus beaux exemples. Et c'est d'autant plus crucial qu'une fois la maladie déclarée, nos options de traitement sont très limitées. Et le dernier cavalier. Le quatrième, ce sont les maladies métaboliques. Le diabète de type 2, la maladie du foie gras. Elles sont souvent la conséquence directe d'une suralimentation chronique. Mais elles ne sont pas la cause de mortalité numéro 1 si... Non, rarement la cause directe, mais elles agissent comme de l'essence sur le feu pour les 3 autres. Un mauvais état métabolique accélère l'athérosclérose, favorise des cancers et augmente le risque de déclin cognitif. Donc ce n'est pas le cavalier qui nous tue, mais c'est celui qui fouette les 3 autres pour qu'ils aillent plus vite. C'est une excellente image. C'est un amplificateur de risque majeur. D'accord. On a le pourquoi avec la médecine 3.0 et le quoi avec les 4 cavaliers. Maintenant, la question à million. Le comment. Par où on commence? C'est quoi la boîte à outils? On peut identifier 5 tactiques principales. Et la première, de très loin la plus puissante, c'est l'exercice. C'est le roi des interventions. Le roi, carrément. Ah oui, sans aucun doute, si on ne devait faire qu'une seule chose, ce serait celle-là. Et pour aborder l'exercice, il y a cette idée que je trouve géniale, le décathlon du centenaire. Oui, c'est un modèle mental, un changement de perspective. Plutôt que de s'entraîner sans but, l'idée c'est de se poser la question « Quelles sont les 10 activités que je veux absolument être capable de faire dans ma dernière décennie ?» J'adore cette idée. Ça rend l'objectif tellement plus personnel, plus concret. Exactement. Ça peut être porter ses courses, jouer par terre avec ses petits-enfants et se relever sans aide, mettre sa valise dans le compartiment d'un avion. Des choses du quotidien qui définissent l'autonomie, en fait. Précisément. Et une fois la liste définie, on s'entraîne dès aujourd'hui pour cet événement futur. On fait de la rétro-ingénierie. De quoi j'ai besoin en force, en stabilité, en endurance pour y arriver. Et on commence maintenant. C'est brillant. Passons à la nutrition. Alors là, c'est souvent la jungle. On entend tout et son contraire.
c'est le domaine le plus désordonné, c'est vrai. Mais il y a au moins deux principes qui reposent sur des bases très solides. Le premier, c'est l'équilibre énergétique. Le total des calories. Gérer son poids est la priorité numéro 1, avant même de se demander s'il faut manger paléo ou cétogène. Et le deuxième principe? C'est que les protéines sont le macronutriment sur lequel il faut être le moins flexible. Il faut s'assurer d'en consommer assez. Environ 1,6 g par kilo de poids corporel. C'est essentiel pour maintenir la masse musculaire. D'accord. Troisième pilier? Le sommeil. On a tous tendance à le voir comme une variable d'ajustement. Grosse erreur. C'est une erreur de calcul totale. Le sommeil est non négociable. On sait qu'une privation même courte a des effets dévastateurs sur la cognition, la régulation de l'appétit, la sensibilité à l'insuline. Et là aussi, pas besoin de gadgets compliqués. Non. Les outils les plus efficaces sont comportementaux. Régularité, obscurité, fraîcheur. C'est du bon sens, mais appliqué avec rigueur. Quatrième pilier, la santé émotionnelle. C'est peut-être le plus difficile, non? C'est plus abstrait. C'est plus abstrait et pourtant, c'est peut-être le plus important. D'abord parce que ça définit la qualité de notre vie. À quoi bon un corps parfait si on est rongé par l'anxiété? Et puis, l'idée clé, c'est que ce n'est pas une fatalité. Notre état émotionnel, c'est une compétence, un logiciel qu'on peut mettre à jour et améliorer. Ce qui nous amène au dernier outil, les médicaments et les suppléments. Mhm. La tentation de la pilule magique. Exactement. Il faut les voir comme des outils dans une boîte, utiles pour des tâches précises, mais pas comme des solutions miracles. L'approche doit être très critique. Quel est le but? Quelles sont les preuves? Quelle est la qualité? Si on résume, le vrai changement, c'est pas de lutter contre des maladies, mais de construire activement une santé robuste pour l'avenir. C'est un projet de vie. C'est exactement ça. Et face à tout ça, le plus grand risque, c'est de se sentir submergé, de se dire que la montagne est trop haute et de ne rien faire. Oui, c'est un vrai risque. Le meilleur conseil pour commencer, c'est donc d'une simplicité désarmante. Choisir une seule chose. Une seule. Celle qui résonne le plus. Ou celle où une petite victoire semblait la plus facile. C'est très déculpabilisant comme approche. Peut-être juste aller se coucher 15 minutes plus tôt. Ou marcher 10 minutes après le déjeuner. Une petite victoire donne la confiance et l'élan pour aborder les autres. Partir petit pour aller loin. Pour conclure, peut-être une pensée à méditer, qui boucle la boucle. Et si la question la plus importante n'était pas comment éviter de tomber malade, mais plutôt de quoi ai-je envie d'être capable, physiquement et mentalement, dans la dernière décennie de ma vie, et comment est-ce que je peux commencer à m'entraîner pour